nous ouvrons d'abord le cycle de réflexion que Confrontation a organisé sur la fin de vie, mais nous partons ce soir pour prendre de la distance par rapport à cette question qui est très actuelle et en débat en ce moment. Nous prenons une question qui devrait l'être davantage comme débat de société, c'est-à-dire la fin de vie comme horizon encore lointain, comme ce temps long où chacun fait l'expérience de l'affaiblissement de ses forces, de la fragilité, de la solitude, du vieillissement. Nos invités que je vais présenter ont proposé de réfléchir sur le thème suivant: savoir vivre jusqu'à la fin et apprendre à mourir en 2023. Nos deux invités que je présente, Dominique Monneron et Roger-Paul Droit, je les remercie vraiment d'être venus ce soir discuter avec nous. Ce qui nous a intéressés, c'est qu'ils travaillent ensemble en collaboration, donc de façon interdisciplinaire. Et c'est vraiment ça que nous trouvions très intéressant pour aborder la question de la fin de vie dans un temps plus long. Et Dominique, en tant que dirigeant opérationnel, hein, c'est comme ça que vous vous êtes présenté, et j'aime beaucoup cette façon de vous présenter. Et je trouve que vous êtes un créatif au niveau institutionnel. Et Roger-Paul Droit, qui est philosophe, écrivain, qui a beaucoup publié, qui est très présent aussi dans le monde des livres, ou qui fait des recensions, et surtout qui est aussi chercheur dans un nombre de champs très très large. Donc, notamment, ce que j'ai noté, qui aussi fait que je suis très intéressée de vous entendre ce soir, ce sont les relations entre éthique et droit, qui sont quand même toujours un sujet complexe, et pas forcément à thématiser, et sur la notion de représentation. Représentation et les représentations, mais vous avez un champ d'études très large dans différentes cultures. Voilà. Vous êtes tous deux acteurs de la Fondation Vie et Partage. Dominique, vous avez participé, mais peut-être aussi Roger-Paul, je ne sais pas, à la création de cette fondation. Vous l'avez dirigée assez longtemps. Et Roger-Paul, vous en êtes un des philosophes éthiciens. Voilà. Eh bien, je vous laisse la parole, parce que je pense que c'est à vous de nous guider maintenant. Merci beaucoup, France. Merci de votre accueil. Je vais tourner l'appareil pour qu'on espère qu'il soit dans le champ avec Roger-Paul. Merci beaucoup de votre accueil. Et on entend très mal, alors là on va pousser la voix, on devrait y arriver. Pardonnez-moi, c'était juste une question de réglage du volume de l'appareil. Et vous me dites au fond de la salle si c'est suffisant, sinon on pourra éventuellement augmenter le volume. Merci beaucoup de votre accueil. Je vais, si vous le permettez, compléter un petit peu votre présentation. D'abord pour ce qui me concerne, parce que peut-être que mon nom dit quelque chose à certains d'entre vous. Oui. Et donc, oui, effectivement, je suis le fils de Jean-Louis. Donc, j'ai évidemment suivi quasiment, parce que j'étais encore à la maison à l'époque, j'ai suivi d'assez près la création de Confrontation à la suite du CCIF, qui a été quelque chose qui a rythmé mon enfance. Voilà. Qu'en outre, du temps où j'allais à la messe, qui est un temps révolu, mais du temps où j'allais à la messe, j'allais en particulier, évidemment, aux tanneries. Et donc, tout ça fait que dans les raisons qui m'ont rapproché professionnellement au départ de nos échanges avec vous, il y a eu une coïncidence de personnes qui ne savaient pas qu'elles me ramenaient dans un lieu de grande fidélité familiale. Voilà. Et du coup, effectivement, cette filiation que je ne pouvais pas ne pas évoquer, elle
elle a de l'importance aussi pour ce qui s'est passé par la suite. Puisque, et là je complète un peu votre présentation avant de laisser la parole à Roger Paul, lorsque je me suis trouvé dans ma carrière professionnelle, qui était pour l'essentiel une carrière dans la sphère de l'économie mixte, mais venant d'une formation de haut fonctionnaire, toute la dimension historique et intellectuelle du pourquoi est-ce qu'on fait un certain nombre de choses, donc je dirais dans la phrase, les deux termes ont l'importance. On fait des choses, on est là pour produire une action, et c'est en ce sens effectivement, France, que j'ai insisté sur la dimension dirigeant opérationnel qui se confronte à une réalité. Mais le pourquoi est tout aussi important, et cette préoccupation du pourquoi, évidemment, compte tenu des outils qui m'avaient été donnés dans la vie au démarrage, c'est une question qui est toujours restée très, très présente. Et c'est au fond pour cette raison du pourquoi qu'on s'est rencontré avec Roger Paul il y a assez longtemps, à une époque où je ne m'occupais pas de personnes âgées, mais où je travaillais dans le groupe Caisse d'épargne qui a d'ailleurs créé la fondation que j'ai dirigée après pendant quelques temps. Et à ce moment-là, je travaillais dans ce groupe Caisse d'épargne avec la prétention, un peu abandonnée malheureusement, qu'il ne soit pas une banque comme les autres, et qu'en particulier, il essaye d'incarner une idée de la banque au service du bien commun, pour prendre des mots qui nous sont familiers. Ce qui posait des questions sur le rôle que cette banque pouvait avoir, par exemple, en matière d'éducation de ses clients aux notions de base de l'économie sans lesquelles on ne peut pas bien comprendre ce que fait une banque. Ça vous paraît assez loin de notre sujet, mais il se trouve que pour mener cette réflexion, j'avais demandé le concours de François Rachlin, qui à l'époque dirigeait une espèce de fonction de cabinet de conseil et d'expertise de l'Institut d'études politiques de Paris. Et François avait rassemblé un certain nombre d'experts de sa connaissance pour qu'on réfléchisse sur le sujet, dont un philosophe, qui était Roger Paul. Voilà. Et donc c'est à cette occasion qu'on s'est rencontré avec Roger Paul, et on a établi une relation à la fois amicale et intellectuelle qui a duré au long des années, et qui fait que lorsque je suis devenu, il y a 6 ans, dirigeant opérationnel de cette fondation ex-caisse d'épargne devenue Partage et Vie, et dont la mission essentielle est de gérer des établissements d'accueil pour personnes âgées ou handicapées adultes. Hein, c'est l'essentiel de notre activité, à travers environ 120 établissements, un peu partout en France, et principalement des EHPAD. Évidemment, en prenant cette mission, et en travaillant en particulier sur notre projet stratégique, il m'est apparu qu'il était impossible de produire le projet stratégique d'une institution qui travaille dans ce domaine, où on a affaire à des personnes soignées et accompagnées par des personnes soignantes et accompagnantes. Il n'est pas possible de faire un projet stratégique d'une institution comme celle-là sans se poser un certain nombre de questions qui sont des questions éthiques. Et que donc, c'était encore plus fort quand on avait conscience du fait que Partage et Vie, et pas Vie et Partage à l'allemande, et que Partage et Vie est une fondation d'utilité publique, d'une part, et d'autre part, est le principal acteur du secteur privé solidaire, de ce qu'on appelait autrefois le secteur privé non lucratif, dans ce domaine. Donc je considère que Partage et Vie a une responsabilité particulière qui n'est pas celle des établissements publics, qui n'est pas celle, évidemment, de nos concurrents privés, et que donc cette responsabilité éthique, il était vraiment important de la marquer au moment du travail sur notre projet stratégique. Et c'est là où j'ai contacté Roger Paul, et j'ai expliqué à Roger Paul que j'avais cette question qui se posait, et je lui ai proposé
que nous travaillions ensemble à cette dimension éthique de l'activité de partager vie, ce qui a fait devenir de Roger Paul le philosophe éthicien de référence de partager vie. Et c'est un compagnonnage qui maintenant dure depuis plus de 4 ans et qui est extrêmement fructueux. Et où on a été conduit à mener toute une série de réflexions sur les enjeux éthiques de ce métier tant décrié de l'accompagnement des personnes âgées. Je vais m'arrêter là et peut-être, Roger Paul, te laisser compléter cette présentation avant qu'on reprenne effectivement, à partir de l'activité de partager vie, comment est-ce qu'on en arrive à ces questions sur la fin de vie. Dominique vient de vous dire l'essentiel sur les circonstances dans lesquelles nous nous sommes rencontrés, liées d'amitié, liées d'un désir réciproque de travailler ensemble. Je vous dis 2 mots peut-être, non pas d'où je viens, mais de qui je suis, ou ce qui me caractérise principalement, c'est d'avoir toute ma vie eu un pied dans l'université. Je suis normalien, agrégé et docteur et habilité, tous ces tampons-là, j'ai été estampillé officiellement. Et puis, dans l'université, j'ai été professeur de philosophie, chercheur au CNRS pendant 25 ans, prof à Sciences Po, et aussi accessoirement membre du comité d'éthique au nom du CNRS. Voilà, et je suis maintenant retraité depuis une dizaine d'années. Mais l'autre versant de mon travail a été d'avoir l'autre pied, si j'ose dire, dans les journaux. J'ai commencé à écrire dans Le Monde en 1972, donc vous faites le calcul, je dois avoir quelques milliers d'articles au compteur, mais surtout, si vous voulez, en dehors de cette double vie, et puis du fait que j'ai écrit 37 livres, plus quelques-uns en collaboration, et que, voilà, donc je ne vais pas vous lasser de ma bibliographie, mais probablement ai-je une dernière singularité, c'est de ne pas être un philosophe qui essaie d'imposer quelque solution que ce soit à ceux qui l'écoutent, mais plutôt de les aider à trouver leur propre cheminement en tentant d'éclaircir des questions. Si vous voulez, je n'ai jamais songé que mon travail de philosophe était de trouver là où les bonnes réponses, mais de tenter d'éclaircir les questions pour que ceux-mêmes qui les posent ou qui les rencontrent y arrivent peut-être un peu mieux ou un peu différemment. Et quand Dominique parlait à l'instant d'être confronté à la réalité, c'est une des choses que j'essaie de faire, si vous voulez, avec la volonté qu'un certain nombre de concepts de la philosophie, d'héritage de l'histoire, puissent nous servir à comprendre mieux ou différemment nos propres questions contemporaines, quand bien même les philosophes en question ne les avaient pas rencontrés. Les stoïciens ne connaissaient ni la PMA, ni le vieillissement de la population, ni le réchauffement climatique, etc. Ce qui n'empêche pas que l'on puisse puiser chez eux et chez bien d'autres des outils peut-être pour avancer dans nos réflexions. Et c'est à ce titre-là que, quand il a eu le projet éthique de partager vie, Dominique m'a demandé de m'y associer, ce que, au départ, j'ai fait très volontiers parce que je connaissais un peu les questions d'éthique, à la fois par ma formation générale, mais aussi par mon passage au CCNE pendant 6 ans, au comité d'éthique, où j'avais rencontré évidemment des dossiers concrets. Et puis, ça m'avait conduit à publier un petit livre au titre un peu présomptueux, qui est L'éthique expliquée à tout le monde, dans la petite collection des Expliquéa au Seuil, mais pour donner un certain nombre finalement de clés de départ. Et je connaissais Dominique Monneron pour notre collaboration ancienne et notre amitié toujours vive. Je savais à peu près organiser des travaux collectifs pour l'avoir fait dans plusieurs institutions, dont l'UNESCO et le CNRS, mais je ne connaissais rien
à l'époque, ou presque rien, au secteur professionnel de l'accompagnement du grand âge, à la vie quotidienne des EHPAD et aux questions multiples qui pouvaient s'y poser, notamment dans le champ de l'éthique. Et l'idée, ça a été de construire, pas à pas, une réflexion collective en faisant entrer en interaction des professionnels, des aides-soignantes, des directeurs d'établissements, des directrices, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de dominantes féminines dans cette profession, et puis des experts venus de champs différents, que ce soit la philosophie, la psychanalyse, la sociologie, la psychologie, la médecine, évidemment aussi, non pas avec l'idée qu'il y aurait d'un côté de pauvres praticiens qui auraient des questions, mais pas de réponse du tout, et puis une analyse, et de l'autre des experts qui seraient fournisseurs, si j'ose dire, de bonnes solutions. Ça me paraît absurde, et au contraire, j'ai la conviction, c'était une conviction de départ, mais elle s'est vérifiée évidemment dans la mise en œuvre des choses, que tout le monde a une analyse, une lucidité, un point de vue, une expérience acquise, des savoirs développés, et que lorsqu'on parle avec des aides-soignantes, des infirmières, des psychologues dans les maisons de retraite, des résidents évidemment, des proches, on découvre qu'ils ne sont pas du tout, comment dirais-je, ignorants, ni naïfs, et qu'ils ont des trésors d'observation, d'expérience et de points de vue précis à exposer. Mais il faut aussi qu'ils entrent en dialogue, si vous voulez, en interaction avec les gens qui ont des champs de savoir et des outils conceptuels peut-être différents. Et c'est cette interaction-là qui est tout à fait intéressante et qu'on a essayé de mettre en œuvre, je fais court, de plusieurs façons depuis 4 ans. Une première façon a été de constituer un groupe de travail mixte, donc, si j'ose dire, personnalité extérieure et professionnelle de partage et vie, pour rédiger, c'était le premier projet de Dominique, une déclaration éthique. Non pas une charte qu'on affiche au fond du placard ou dans le couloir, parce qu'après tout, les principes, ils tiennent toujours en une demi-page. Personne ne va inventer, dans les principes de l'éthique, de choses radicalement nouvelles. Les vraies questions, elles sont dans l'application de ces principes, dans l'écart qui existe entre la généralité, principe de dignité, principe de sécurité, principe de respect des libertés des personnes, principe de considérer leur autonomie avant leur dépendance. Toutes ces questions relèvent plus de l'évidence que de la démonstration, mais la difficulté, c'est de savoir ce qu'on fait tel jour à telle heure avec telle personne qui soit refuse de s'alimenter, soit qui refuse de prendre ses médicaments, soit qui ne veut pas qu'on lui fasse sa toilette, ou qui veut sortir de l'établissement alors qu'elle ne se repère pas bien dans le... Voilà, toutes ces questions-là doivent faire l'objet non pas d'une réglementation, mais d'une analyse collective, au cas par cas, qui va essayer de construire, si je puis dire, ensemble, avec la personne elle-même, avec ses proches, avec l'ensemble du personnel, une solution que je dirais sur mesure, si vous voulez. C'est le même problème, évidemment, qu'on rencontre aussi des magistrats lorsqu'ils ont un jugement à faire de l'écart entre la loi générale et le cas particulier. Mais là, ça se joue, évidemment, heure par heure, et on a essayé, dans ce groupe, de travailler à cette première déclaration, qui a été publiée en 2020, pour aboutir à l'idée que l'éthique est d'abord un climat. Un climat, une atmosphère, quelque chose qui n'est pas une codification, mais qui a à l'intérieur des principes se
construit, si je puis dire, pas à pas et constamment, une sorte de création collective et continue. Alors dans ce groupe, il y avait le regretté Axel Kahn, Boris Cyrulnik, des philosophes comme Frédéric Worms, Claudine Tiercelin du Collège de France, j'en oublie certainement beaucoup, Barbara Stiegler, Corinne Pelluchon, des médecins comme Claude Jandel, comme Yves Agine de l'Académie des sciences, etc., qui, au fil des semaines, ont dialogué avec des directeurs et directrices d'établissements, des aides-soignantes, des infirmières. Et encore une fois, j'insiste, non pas parce que ces personnalités connues et compétentes et prestigieuses auraient une sorte de supériorité intrinsèque, mais parce que ces échanges permettaient d'avancer. Et ensuite, et je termine là, parce que je ne veux pas être... Tu me plaques au sol quand je... Hein, les philosophes, il faut les arrêter, tu sais bien. Donc je termine en disant que depuis 4 ans maintenant, après cette déclaration, que vous pouvez aller voir et lire si elle vous intéresse, elle a une 40aine de pages à peu près sur le site de la Fondation Partage et Vie, nous avons chaque année travaillé sur un thème spécifique avec un dispositif qui s'est mis en place à 4 étages annuels, et se répétant sur chaque thème. Premier étage, si j'ose dire, un questionnaire qui est envoyé à tous les professionnels de la Fondation, avec des questions fermées pour les statistiques, et d'autres ouvertes, où ils peuvent. Alors, je vous donne un exemple. On avait pris la 2e année après la Covid, justement parce que la pandémie avait été particulièrement tragique dans les EHPAD, le thème de la vie bonne. Histoire de, si vous voulez, changer un peu de la vie bonne. Qu'est-ce que c'est la vie bonne quand on est dans une situation d'extrême grand âge, de perte de certaines facultés non seulement motrices, mais éventuellement cognitives et neurologiques. Est-ce que ça veut dire qu'on ferme les rideaux, si je puis dire, et qu'on abandonne toute fin de vie FAIM, ou bien est-ce que ce désir de vivre jusqu'au bout, quels que soient les moyens dont on dispose ou dont on ne dispose plus, doit être accompagné, soutenu, encouragé, et non pas entrer dans j'ai envie de dire, les condoléances anticipées, quoi, si je peux me permettre cette image. Et là, donc, des questions et beaucoup de réponses qui font état d'expériences, de cas de figure, d'exemples, de témoignages. Deuxième volet du dispositif annuel, des rencontres dans les établissements avec l'ensemble du personnel, avec des résidents, bien sûr aussi, à qui il faut donner absolument la parole, parce que je ne vois pas pourquoi on parlerait d'eux comme de choses, d'objets, sans ce sont des êtres parlants, et ils ont évidemment leur mot à dire. Et puis, après ces rencontres, des ateliers qui comprennent des ateliers où les professionnels préparent aussi la réflexion, nous avons chaque année une rencontre publique, des journées de partage et vie, une journée qui s'intitule les Estivales et qui a lieu dans la 2e quinzaine de juin. Cette année, ça sera l'année prochaine, si vous avez envie de venir, c'est le 19 juin à la Maison de la Chimie. Et le thème qui va s'ouvrir pour 2024 sera la mémoire. Bien sûr, vaste sujet, je clôt ce point. Le dernier point, si cela vous intéresse de prendre connaissance des travaux qui ont été menés, c'est la publication chaque année aux presses universitaires de France d'un volume qui regroupe l'ensemble des interventions et des travaux menés, et le 4e volume qui porte sur j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais sur les savoirs
nécessaires à un bon accompagnement, et sur les représentations du grand âge qui peuvent être ou des freins ou des incitations ou des aides. Ce 4e volume va paraître dans quelques jours et les 3 précédents ont porté respectivement, alors ça s'intitule Bibliothèque, partage et vie aux presses universitaires de France. Le premier volume c'était Éthique du grand âge. Éthique du grand âge, voilà. Le second portait sur la vie bonne. Et le 3e sur le droit et l'éthique du grand âge. Et le prochain, dont je vous ai parlé, portera sur les savoirs. Voilà. Donc vous pouvez, en dehors des propos qu'on va tenir aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous informer plus amplement sur ces travaux à travers ces volumes. Voilà. Fin page, la publicité est terminée. Merci Roger Paul. Je pense qu'effectivement c'est intéressant de bien comprendre dans quel processus global s'est inscrit après, ou s'inscrit d'ailleurs aujourd'hui, la réflexion qu'on peut mener sur les questions de la fin de vie et de la mort. Il y a un aspect que je vais relever dans ce qu'a dit Roger Paul. Il vous a évoqué le fait que le thème de la 3e année de réflexion était sur les questions de relation entre le droit et l'éthique de la dépendance. Ça faisait suite en particulier à la crise de la Covid, où on a vu énormément de contestation de la norme et aussi de difficultés à émettre une norme qui soit une norme juste, acceptée, etc. Et donc, il m'avait semblé, alors c'était aussi à travers de formation initiale de juriste, mais que de conduire de façon rigoureuse cette réflexion sur quel est ce rapport entre droit et éthique, et en trouvant personnellement que j'ai entendu pendant la crise épidémique beaucoup trop d'antigones appeler au non-respect de la loi, parce qu'on la considérait injuste. Alors, en soi, c'était pas forcément très gênant. Quand c'était des collaboratrices ou des collaborateurs de Partage et Vie, ça me posait un problème beaucoup plus direct, parce que là, effectivement, une institution comme la nôtre ne peut pas se libérer de la loi, par construction. Et donc, ça amenait à conduire la réflexion sur comment est-ce que à bien faire prendre conscience, aux acteurs que le débat éthique se passe à l'intérieur d'un cadre normatif qui est celui fixé par la loi, que bien sûr chacun à titre individuel a le droit de franchir la limite du droit, qu'une institution ne le peut pas, voilà, et que quoi que j'en pense en tant que directeur général de Partage et Vie, j'étais là pour dire la loi existe, y compris d'ailleurs celle que nous créions au sein de Partage et Vie en disant voilà les règles qui doivent être respectées au sein de l'ensemble de nos établissements. Et du coup, que chacun comprenne bien cette dynamique particulière et soit aussi en mesure, en retour, d'interroger la qualité de la norme, puisque quand on dit que l'éthique s'exerce au sein d'un cadre normatif, tout un chacun a le droit de discuter la pertinence du cadre normatif, y compris au nom de l'éthique. Et ça, c'était une réflexion qu'on a menée de façon assez intense au sein de Partage et Vie, qui m'avait en particulier amené à souligner un certain nombre d'imperfections qu'on a connues pendant la crise épidémique, en particulier parce que la loi était mal élaborée, ou qu'elle était peu claire, ou qu'elle était émise par des autorités dont on n'est pas certain qu'elles aient le pouvoir de normatif qu'elles s'attribuaient, etc. Voilà, tous ces sujets-là étaient des sujets extrêmement importants, ou s'apercevoir aussi que certains domaines, je vais en prendre un qui est, Roger Paul connaît mon dada là-dessus, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler, le sujet des endroits où le droit manque. Je prends un exemple tout simple, dans la relation qui existe entre une personne accueillie en EHPAD et l'institution elle-même, on a une relation qui est purement bilatérale. Nous sommes, sauf dans le cas de personnes âgées qui sont, enfin de personnes
quelles que soient, qui sont mises sous régime de protection juridique, nous sommes dans une relation bilatérale entre le résident et l'établissement. Et les familles, quoi qu'elles en aient, quoi qu'elles en pensent, n'ont rien à voir avec cette relation. Parce qu'il s'agit d'une relation entre un adulte responsable et une institution avec laquelle il va passer un contrat, dit contrat de séjour. C'est la réalité juridique dans laquelle on vit. Et cette réalité juridique, elle a des fondements éthiques extrêmement importants. C'est que, effectivement, jamais un adulte ne redevient un enfant incapable, que le cas échéant, il peut s'ouvrir de troubles cognitifs, d'un handicap cognitif qui fait qu'il a besoin d'assistance. Et c'est le sens des mesures de protection juridique qui, d'ailleurs, ne sont effectuées que par une seule personne dans ce cas-là, hein, qui est le tuteur ou le curateur qui a été désigné. Mais pas tous les enfants en particulier. Et donc, non, le simple fait d'être l'enfant d'une personne âgée accueillie en EHPAD ne donne aucun droit sur la façon dont cette personne doit être traitée dans l'établissement. J'ai bien dit aucun droit, j'ai pas dit aucun avis, bien sûr. Et justement, le droit est ainsi fait que c'est tellement pas pensé qu'on n'a rien prévu pour le droit d'expression des familles, et que cette absence de normes crée du désordre. Parce que du coup, elle peut permettre à des gens d'être complètement inactifs, ce qui ne nous convient pas, ou au contraire beaucoup trop intervenants et au fond d'ailleurs maltraitants malgré eux à l'égard de leurs parents. C'était juste, je rappelais cet élément-là. Pourquoi ? Parce que il est aussi temps qu'on aborde le sujet qui nous concerne, qui est le sujet de la fin de vie. Et pourquoi est-ce qu'on l'aborde en ce moment ? Parce qu'on nous parle d'une loi qui s'instaurerait pour mettre en place une aide active à mourir. Bon. Et donc, la question qui se pose, c'est une question de pourquoi change-t-on la loi ? À un moment donné, on considère que pour X ou Y raison, il serait nécessaire de changer la loi. Et je dirais dans ce cadre de réflexion que Confrontation organise, l'approche par notre témoignage permet d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, si je puis dire. C'est-à-dire que la loi et son changement éventuel n'est pas une question théorique, ça va être une question de tous les jours. Ça va être une question de tous les jours. Je laisserai Roger Paul juste après peut-être mettre un petit peu de vision plus large sur ce sujet de la fin de vie et de la mort. Mais pour faire simple, aujourd'hui, au sein de Partager Vie, nous hébergeons environ 6000 personnes âgées. Par construction, nous avons plusieurs décès par jour, puisque en moyenne, dans une année donnée, on a entre 1400 et 1600 décès dans nos établissements. Donc, si on veut par là dire vous gérez des mouroirs, oui, bien sûr, on gère des endroits où on meurt, parce que effectivement, on ne promet pas aux gens l'immortalité quand ils rentrent chez nous, et donc on ne va pas les guérir de la mort, et elle est présente. Et quand on dit l'EHPAD, c'est la dernière étape avant la tombe, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Est-ce que pour autant, c'est une raison pour se précipiter vers la mort ? Notre réponse est évidemment non. Notre réponse est que, justement, on est là pour, comme le rappelait Roger Paul, assurer de la vie bonne jusqu'au bout de la vie, avec tout l'accompagnement qui est nécessaire pour ce faire. Vas-y. Non, juste une petite précision très simple. Puisqu'il est question de la fin de vie, je voulais souligner que cette expression peut s'entendre de deux manières qui me paraissent distinctes. La fin de la vie d'un être humain comme la période de son existence qui est finalement statistiquement, en fonction de son âge, les années qui lui restent. Ça, c'est la fin de vie. Et on emploie dans un autre sens, surtout aujourd'hui très couramment, en désignant par fin de vie les moments ultimes, l'agonie, le moment
l'ultime désorganisation de la physiologie d'un individu. Or, bien évidemment, et Dominique vient de le rappeler, ces deux, comment dirais-je, ces deux éléments sont corrélés. Ils renvoient l'un à l'autre, puisque plus le compte à rebours avance vers la fin de vie, où on se sait finalement, on ne pense pas quand on est jeune, bien évidemment, au moment de sa mort, ou très rarement, bien que, comme l'a dit je ne sais plus qui d'ailleurs, tout être humain est assez vieux pour mourir. Vous voyez, sinon les enfants ne mourraient pas. Il y a la mort subite du nourrisson, c'est une mort. Celle des enfants par accident ou par maladie, ce sont des morts évidemment. Mais il y a ce moment de la vie où on a la conscience vive, forte, que le nombre d'années restant est compté. On ne sait évidemment pas toujours, enfin généralement on ne sait pas clairement combien, mais l'horizon évidemment se rétrécit. Jusqu'au moment où, je pense à un titre du philosophe Yvon Bellaval, aujourd'hui décédé, mais qui était prof à la Sorbonne dans les années 70, un de ses derniers livres, ou son dernier livre, je crois, s'intitulait « L'avenir perdu ». Et l'avenir perdu, c'est évidemment la situation de la fin de vie, parce qu'on a un avenir qui se rétrécit et qui finit par être minimal. Mais ce n'est évidemment pas là, parce que c'est la question évidemment de la vieillesse, cette vieillesse que l'on peut vivre en bonne santé, avec la mort pour horizon, et par horizon que l'on voit s'approcher et auquel on est nécessairement confronté, mais qui n'est, me semble-t-il, pas du tout la même chose que la fin de vie au sens de la phase terminale ultime de l'organisme dont on pense qu'il ne va pas pouvoir surmonter ce que les vieux médecins Hippocrate et son école appelaient en grec crisis. Vous savez que la crise, c'était pour eux, et c'est souvent intéressant à repenser aujourd'hui, le moment du carrefour, le moment déterminant. La crise est le moment où tout se décide, soit vers une guérison, soit vers le décès. Et ce moment ultime, alors plus on va vers la fin de vie au sens actuel de l'agonie, plus évidemment la crise n'a pas de, si je puis dire, d'issue favorable possible. Et ce que je voulais ajouter, avant de repasser la parole à Dominique pour qu'il me dise comment on vit tout cela aussi dans les établissements et quels problèmes ça pose, ce que je voudrais ajouter, c'est que ces deux sens, disons pour faire court, vieillesse comme fin de l'existence, ou dernière période de l'existence, et puis fin de vie comme mort. Ces deux versants sont entrés, si vous voulez, en crise, en particulier depuis le XXe siècle. Il y a une sorte d'éclipse des deux sens qui s'est produite. Les vieillards dans toutes les civilisations traditionnelles sont pensés comme des références, des sages, des personnes qui ont accumulé toute une série d'expériences et que l'on va consulter pour savoir quoi faire. Les vieux ont été de plus en plus, et Simone de Beauvoir par exemple, quoi qu'on pense de ses solutions, l'a bien montré dans ce livre intitulé La vieillesse, qui est paru en 1970, est pensé dans la modernité comme uniquement sur le mode du déclin. Sur le mode du déclin, de l'impuissance, du désintérêt, éventuellement de la mise à l'écart nécessaire et d'une sortie d'une vie active qui serait uniquement définie par la productivité, la capacité à agir, etc. Comme si plus on vieillissait, moins on était capable de quoi que ce soit.
il y a eu, évidemment, c'est en train de changer heureusement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a eu une sorte de, je n'aime pas le terme connoté un peu woke aujourd'hui, d'invisibilisation. Mais c'est bien le cas, si vous voulez. C'est-à-dire que l'existence des personnes âgées, leur diversité, leur dissemblance, leur activité ont été de plus en plus finalement estompées, éclipsées, comme si ça disparaissait de la conscience collective. Et peut-être, et enfin, pour n'être pas trop long, avec le fait que la représentation de la mort elle-même a été non seulement mise à l'écart, mais quasiment annulée. Si vous lisez Philippe Ariès, l'historien qui a fait sur mourir sous l'Ancien Régime, si ma mémoire est bonne, enfin, j'écorche peut-être le titre, je le transforme, mais il explique, c'est une chose qui m'a frappé il y a très longtemps, il explique comment, lorsque, à la Renaissance et encore jusqu'au XVIIe siècle, quelqu'un mourait dans Paris, il y avait foule dans la chambre. Et ce n'était pas une foule de proches, ce n'était pas des amis, c'était des gens de passage, c'était des gens de la rue. Alors, je suis né à Paris, j'ai longtemps vécu, j'ai jamais eu quelqu'un me hélant dans la rue en me disant « Tiens, il y a un type qui meurt au 3e gauche, il faut qu'on y aille ». Non. Vous voyez, or, il y avait cette espèce d'accompagnement, de solidarité, de présence nécessaire au moment de l'agonie. Et vous savez que le terme lui-même, qui vient du grec agone, le combat, c'est un combat ultime. C'est ça l'agonie. C'est pas simplement la sédation, c'était l'idée qu'il y a une sorte d'affrontement ultime avec on ne sait quoi, l'irreprésentable ou l'inconcevable ou l'impensable de la mort. Et il fallait être là. Or, aujourd'hui, on ne meurt pas entouré de foules de ses semblables anonymes. On meurt généralement seul, à l'hôpital. Et cette invisibilité, je crois qu'elle est un des traits majeurs, invisibilité de la mort et de la vieillesse, des traits majeurs de notre siècle, et c'est en train effectivement de bouger. On repose la question, même maladroitement, on revisite l'intergénérationnel, la nécessité d'écouter ce que les personnes âgées ont à dire, ont à demander, ont à peut-être à faire. Voilà, et ça, c'est des choses qui sont en train de bouger. Alors, tant mieux si elle bouge. Elle commence à bouger. C'est pas encore gagné. Comme je le disais, l'EHPAD, parlons de cette expérience-là, est justement un lieu d'actualisation, de confrontation directe à cette question de la vieillesse et de la mort. Dans les réflexions éthiques qu'on a menées, du coup, dans la pratique de toutes nos directrices et de tous nos directeurs, de tous nos collaboratrices et collaborateurs, il y a avant tout cette capacité à admettre la réalité sans phare. C'est-à-dire que nous ne sommes pas destinés à être des lieux où on va cacher ce moment d'art dramatique que serait la vieillesse et la mort, en se disant qu'il ne faut surtout pas que la société soit exposée à ce spectacle insupportable. Ce qui est quand même un petit peu aussi ce qui se passe dans cette relégation. Qui d'ailleurs, moi j'ai une formule là-dessus qui est de considérer que face à cette crainte, parce que évidemment l'EHPAD parle de la mort, donc il parle de cette réalité de moins en moins pensable dans notre société performative. La formule, c'est de dire quand on est loin de l'EHPAD, on trouve ça terrible et on imagine le pire et on en a une vision très négative. Et plus on s'en rapproche, plus on finit par en avoir une vision positive. Et heureusement. Alors, je ne vous dis pas que c'est toujours le cas. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas trouver telle ou telle situation qui n'aurait pas dû se produire. Mais
en tout cas partage vie, on en est assez certain, l'expérience générale, c'est une expérience du fait qu'on a apporté quelque chose qui permet de vivre jusqu'au bout. Et que ce quelque chose qui permet de vivre jusqu'au bout, qui est de la relation, qui est de la capacité à se remémorer les bons moments de la vie, etc., tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui font que la mort, qui est inéluctable, n'est peut-être pas rien, comme le disent les stoïciens, mais en tout cas, que c'est pas parce que la mort est l'horizon certain qu'il faut s'empêcher de vivre. Ça a une dimension importante, évidemment, dans la façon de gérer nos établissements, mais ça a aussi un aspect important dans la façon de concevoir le soin. La grande différence entre un hôpital et un EHPAD, c'est que à l'hôpital, vous y rentrez pour en sortir guéri, normalement. Et en tout cas, la mort à l'hôpital est considérée comme un échec. L'EHPAD, vous y rentrez pour être soigné, parce qu'encore une fois, on connaît l'échéance. Voilà. Ce travail de soin, Roger Paul évoquait le fait que la notion de fin de vie recouvre des réalités variables. La notion de fin de vie, elle est présente en EHPAD du moment qu'on est en EHPAD, parce qu'évidemment, on est dans le dernier moment de sa vie. Ce qui fait que, face à cette diversité des moments qui vont aller de l'entrée dans l'établissement jusqu'à l'agonie et au décès, on est dans un processus de fin de vie, et pour faire référence à des thèmes qui sont évoqués aujourd'hui à propos de la loi, on est dans du soin palliatif. Notre travail n'est pas de guérir les personnes. Alors si elles ont un rhume, notre travail, ou une infection pulmonaire, notre travail c'est de guérir l'infection pulmonaire, ce que parfois nous reprochent les enfants, de guérir l'infection pulmonaire pour que la personne puisse continuer à profiter encore un peu de la vie. Voilà. Bon. Mais enfin, après, encore une fois, d'abord on guérit personne de la mort, et ensuite il y a un certain nombre d'affections contre lesquelles on ne peut faire que de l'accompagnement de soins chroniques. Et c'est une des perspectives qu'il faut intégrer dans notre société, c'est que la médecine devient de plus en plus une médecine d'accompagnement de soins chroniques. Et donc, comme on fait du palliatif à partir du moment où on prend en charge quelqu'un dans un établissement, dans nos EHPAD, on fait du palliatif, et on fait du palliatif qui permet de continuer à vivre, et puis à la fin, on va faire du palliatif qui va permettre de mourir dans de bonnes conditions. Voilà. Mais je crois que l'aspect fondamental de l'expérience qu'on peut avoir dans nos établissements et qui, je crois, est au cœur de la conviction des professionnels qui y travaillent, c'est que on n'est vraiment pas là pour accélérer la mort. Voilà. Que ça va venir, c'est pas la peine de s'y précipiter. Comme dirait Brassens, il vaut peut-être mieux prendre le chemin des écoliers, que je reste sur la même chanson, encore une fois une amourette, encore une fois perdre le nord. Je veux dire, c'est vraiment, cet aspect-là est un aspect extrêmement important. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste sur cette dimension vitale ? C'est parce que, quand même, une des craintes que nous avons aujourd'hui sur la réflexion qui se mène sur la fin de vie, c'est qu'au fond, on ait une approche de la volonté de mourir en lien avec une espèce de modèle idéal de l'humanité totalement autonome, doté de tous ses pouvoirs et de sa totale souveraineté. Je vous recommande le regard sur le schéma qui est page 64 du rapport de la Commission citoyenne sur la fin de vie, où vous avez un magnifique individu souverain qui décide tout seul et qui, ça aura peut-être échappé au dessinateur, ressemble beaucoup à un Christ Pantocrator. Mais c'est extrêmement intéressant parce que on est vraiment sur cette logique performative. Et du coup,
toute identification d'un écart à cette espèce de logique performative fait que on se considère comme perdre en dignité, et du coup, il vaudrait mieux mourir que de perdre en dignité. Voilà. Et évidemment, c'est quelque chose contre quoi nous sommes amenés à combattre, parce que effectivement, on va finir par avoir une conception extensive de ce désir de mourir, qui nous paraît, alors là, extrêmement contraire à la pulsion de vie. Je veux dire que on parle de maladies incurables. La première maladie incurable sexuellement transmissible, c'est la vie. Hein, voilà. On nous parle de souffrances physiques, psychologiques insupportables, voire existentielles. Alors, des souffrances existentielles insupportables, pardon, mais c'est la condition humaine, quoi. Je veux dire, donc, à un moment donné, quand on regarde bien ce qui se dit dans la loi, on voit bien les risques d'extension qui se présentent. Et d'ailleurs, moralité, le législateur, au moment où il se prépare à faire quelque chose, se dit « Oulala, tout ça c'est beaucoup trop dangereux, il va falloir que je restreigne complètement le cadre d'usage du droit à mourir ». Et on y reviendra après, ça va finir par aboutir à beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien, sauf quelque chose qui est très grave, évidemment, qui est le franchissement de l'interdit. On va y revenir. Mais je voulais insister sur cette dimension qui est que nous sommes un des lieux où on expérimente le plus le fait que la vie vaut la peine d'être vécue, même si elle ne correspond pas aux représentations de la vie idéale du consommateur parfait d'une belle voiture, jeune, riche et en bonne santé, et que heureusement l'humanité est faite de richesses, y compris dans tout ce que nous expérimentons dans nos établissements. Et que du coup, notre sujet de fin de vie, c'est pas d'accélérer la mort. Notre sujet de fin de vie, c'est que la vie évalue le coup jusqu'au bout, et que au moment où elle doit se terminer, alors elle se passe dans les meilleures conditions. Mais c'est pas du tout la même chose que cette volonté d'accélérer la fin sous prétexte qu'on n'est plus digne, ou on n'est plus utile, ou ceci ou cela. Et c'est des préoccupations qui nous inquiètent beaucoup aujourd'hui sur les risques que l'on va encourir si on fait évoluer la loi. C'est qu'on sait bien qu'il y aura au fur et à mesure une extension de ce qui est considéré par certains comme un droit à décider de sa mort, et que le risque, c'est que le droit à décider de sa mort soit utilisé pour de mauvaises raisons, et en particulier celui de se sentir inutile, ce qui serait là extrêmement dramatique. Voilà. Et donc, c'est aussi ce sujet-là que nous traitons au jour le jour dans nos établissements. On n'est pas les seuls à y réfléchir. Je vous invite aussi à lire une note du cercle vulnérabilité et société. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce cercle de réflexion. Donc le cercle vulnérabilité au pluriel et société. Vous trouvez le site en tapant ces mots. Et il y a une note qui s'appelle « Pour un modèle français solidaire de la fin de vie ». Et en particulier, on insiste sur tous ces risques d'extension des raisons pour lesquelles on devrait préférer la mort. Est-ce qu'on va peut-être nous donner la parole à toi ? Oui. Si tu veux pas compléter, on est censé être en réunion jusqu'à 8h30. Voilà. Oui, avec les questions. D'accord, très bien. Non, mais c'est pour ça. Donc si vous voulez rajouter quelque chose, bien sûr. Quelques mots, mais je voudrais surtout vous laisser la place et le temps suffisant pour vos remarques, vos questions et vos analyses à vous. Dans le prolongement de ce que vient de dire Dominique, il me semble qu'il y a quelque chose sur la question de ce qui est dénommé aujourd'hui suicide assisté, qui fait pour le moins énormément problème, parce que ça n'est pas, d'un point de vue médical, possible en conformité avec ce qu'est l'éthique de la médecine depuis Hippocrate jusqu'à aujourd'hui. Pouvoir, comment dirais-je, aider quelqu'un à ne pas souffrir
dans les derniers jours ou heures de son existence, ça me paraît tout à fait simple et net. Et d'ailleurs, la loi Leonetti, avec la sédation profonde, le propose. Elle peut, à mon avis, très largement suffire. Elle n'est pas appliquée, si vous voulez, en fait. Hein. Elle est très peu mise en œuvre par le corps médical. Mais si plusieurs centaines de médecins ont signé une protestation, je crois, contre l'idée de suicide assisté, c'est parce que c'est tout simplement en non-conformité absolue avec leur devoir médical. En revanche, on peut tout à fait estimer, à contrario, que le suicide n'est pas interdit par aucune, même s'il peut être interdit par des décrets divins, n'est pas interdit par aucune loi. Simplement, c'est à celui ou celle qui veut mettre fin à ses jours de s'en charger, me semble-t-il. Alors, s'il n'est pas en condition de le faire, ça peut être une personne proche ou ça je peux tout à fait bien, mais pas le médecin. Sûrement pas le médecin, ni un acte médical actif. Et puis, voilà, c'est à peu près tout ce que je... Avec, si, un dernier point, il me semble que si on introduit ceci dans la loi, la possibilité du suicide assisté, on ouvre la porte, ou on inaugure la possibilité puisqu'on a une pente glissante, ce qui fera, et c'est arrivé déjà dans les pays qui le pratiquent, comme la Suisse par exemple, où l'adolescent dépressif qui veut mettre fin à ses jours dépose une demande et que on vienne le faire mourir à sa demande, ce qui me paraît voilà, pas possible médicalement, encore une fois, ni éthiquement. Mais on peut compléter avec les... Est-ce que déjà, à ce stade, ayant dit ce qu'on a dit pendant 54 minutes, beaucoup plus que ce qu'on avait prévu initialement avec Roger Paul, comme quoi on est intarissable sur le sujet, mais est-ce que vous avez les unes ou les autres des questions, des expressions ? Il y a quelque chose qui manque, je l'attendais à vous entendre, mais qui est une situation que j'ai vécue plusieurs reprises, c'est-à-dire une personne qui est âgée, qui en général a eu une vie entière de dévouement, de piété, etc., et qui décide à un moment donné que ça suffit sur la terre, qu'elle ne peut plus rien faire d'utile, qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'être le plus près possible auprès du Dieu qu'elle aime. Et 2 fois sur 3, j'en ai eu pas mal tous ces cas-là dans la famille. 2 fois sur 3, elles choisissent comme méthode de refuser de manger. Refuser de manger. Et maintenant, je crois que c'est un peu calmé, mais la médecine, il y a 20 ou 30 ans, là que je parle, intervenait pour forcer la personne à manger. Quitte à faire une opération grave pour la donner directement dans l'estomac. Voilà. Alors, c'est pas, il faut reconnaître une personne qui, en plus, vous cite une parole du Christ, il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour les autres, pour les gens qu'on aime, qui veulent le mettre en pratique dans leur vie pour elles-mêmes et qui ont plein d'ennuis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pourriez résumer la question? On n'a rien compris. La question était, si vous me permettez, monsieur, j'espère que je traduirai bien, on peut légitimement souhaiter de mourir parce qu'on considère qu'on a fait son chemin sur la Terre et que dans l'état d'esprit que vous évoquez, il y a une dimension de foi qui est importante et qui est de dire je veux rejoindre la maison du Père, il est temps, j'ai fait ce que j'avais à faire, voire je suis une charge pour mes proches, et comme il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, je donne ma vie pour ceux qu'on aime.
Alors, Et vous prenez... en tant qu'agnostique, mais avec une certaine culture chrétienne, je serais tenté par un débat sur même est-ce que l'Évangile justifie cet état d'esprit. Je vais m'arrêter juste à une réponse plus pratique qui est que, bien sûr, dans les désirs qu'il faut que nous respections, il y a aussi justement la reconnaissance de ce désir de s'arrêter. Voilà. Et que l'expérience, d'ailleurs, que relatent nos professionnels, c'est qu'ils le savent et qu'ils disent, oui, effectivement, un tel ou un tel, on sait que, on voit bien qu'il est rentré dans un processus où il laisse la place à la mort. Et l'expérience, d'ailleurs, qu'on a sans doute beaucoup les uns et les autres, c'est ça, c'est que, au fond, les individus décident de leur mort. Pas complètement, bien sûr, mais combien on a d'histoires de gens qui attendent ou qui ont choisi un moment où ils vont mourir, etc. Et pour vous répondre, heureusement, évidemment, on ne forcera personne à s'alimenter dans nos établissements. On allégera les souffrances, peut-être, qui résultent de ce désir de ne pas manger, mais on ne va pas empêcher les gens d'avoir telle attitude dont on voit bien qu'elle veut dire qu'ils en ont eu leur dose avec la vie. Mais je pense que vous soulignez aussi une difficulté fondamentale qui est le fait que dans cette idée de suicide assisté, on n'arrive pas à choisir entre c'est un droit absolu, alors c'est en réalité, mais là vous allez me permettre de raisonner en juriste, c'est pas un droit, c'est un pouvoir. Hein, vous avez le pouvoir de vous suicider, vous n'en avez pas le droit, et la seule raison d'ailleurs pour laquelle, en droit français, c'est pas pénalement répréhensible de se suicider, c'est parce que comme les conséquences pénales sont individuelles et que par construction, le coupable est mort en même temps que la victime, l'action s'arrête. Mais il n'empêche que, à l'instant où il se produit, le suicide est un crime. Voilà. Simplement, encore une fois, la victime et le coupable sont la même personne. Donc il n'y a pas de droit au suicide dans la législation française. Et au contraire, il y a une peine de non-assistance à personne en danger si on ne vient pas secourir quelqu'un qui est en train de se suicider. Donc vous voyez bien qu'on a un sujet. Et là, le risque avec ce débat sur le suicide assisté, c'est que, paradoxalement, on va introduire l'idée que des tiers, en l'occurrence des équipes médicales ou autres, diraient « Ah bah oui, dans telle ou telle condition, c'est admissible de se suicider ». Et donc on va rentrer dans des logiques où on va voir le bon suicide et le mauvais suicide, le bon suicide pour de bonnes raisons et le mauvais suicide pour de mauvaises raisons. Et donc, cette approche-là me paraît quasiment une aporie, quoi. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra arriver à résoudre le sujet. Je reviens à votre question. Encore une fois, on n'est pas là pour accélérer la mort. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des situations, il faut admettre des situations de faiblesse dans lesquelles on ne peut pas se donner la mort, alors qu'on pourrait se défenestrer, enfin, tous les moyens imaginables pour mourir. On ne va évidemment pas empêcher qui que ce soit de se laisser mourir. Voilà. Ça, c'est quand même... Parce que c'est un respect, justement, de cette manifestation de la volonté. Notre expérience quand même est que, parce que nos couloirs sont remplis de personnes qui déambulent en disant « je veux mourir », notre expérience quand même, la plupart du temps, c'est « je veux mourir parce que je ne supporte plus de vivre dans ces conditions ». Et lorsqu'on prend le temps de discuter, Madame, asseyez-vous, dites-moi, pourquoi voulez-vous mourir? J'ai mal, on va vous alléger vos douleurs. Je suis seul, on va essayer de trouver de la compagnie. On arrive, la plupart du temps, à faire changer le point de vue sur la mort. Et pour finir sur la question que vous évoquiez, j'ai fait mon temps et je ne veux plus de cette vie.
il est peut-être légitime aussi de dire, mais au fond, qu'est-ce que vous signifiez par là? Vous signifiez que la vie ne vaut plus la peine parce que vous ne la goûtez plus du tout? Ou est-ce que vous la souhaitez, vous parliez de mourir pour ceux qu'on s'aime, parce que je suis une charge et que c'est pas normal? Mais ça, c'est aussi des sujets qui se traitent. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, il n'y a pas de raison que ce soit les seuls enfants qui soient porteurs de la charge d'une personne qui vit très longtemps. Voilà, ces sujets-là doivent être aussi discutés, et il n'est pas sûr qu'une fois qu'ils ont été discutés, sans laisser qui que ce soit dans la solitude de son raisonnement, mais au contraire dans la sollicitude de l'échange, il n'est pas sûr que ce désir de mort reste aussi fort. Et vous allez me permettre juste de considérer que je ne suis pas convaincu que sur le plan théologique, un désir de mort fasse partie du chemin vers le Dieu dont j'ai entendu parler. Voilà. À moins que Roger Paul veuille répondre à cette question. On va prendre d'autres questions. Il y avait une dame tout à l'heure qui souhaitait intervenir, non? Et puis il y a Pierre-Yves. Oui, peut-être une question pour monsieur Brun, puisque vous avez été précisant, monsieur, au CCNE, à ce que vous venez de dire. Je voudrais que vous essayiez de m'expliquer pourquoi le CCNE pense à peu près le contraire de ce que vous venez de dire tous les deux. Est-ce que ça veut dire que vous mettez en cause éventuellement la forme de représentativité de cette instance? Est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Est-ce que dans les pratiques collectives au sein de la machine, il y a également des choses qui pourraient être mises en cause? Quel bilan faites-vous en quelque sorte de ces 6 ans passés au sein de cette instance? Bon. Tu as 3 minutes. Oui, non, écoutez, j'y ai siégé si ma mémoire est bonne, au début des années 2000, sans doute entre 2003 et 2009, enfin quelque chose de ce genre, sous les présidences successives de Didier Sicard et d'Alain Grimfeld. Voilà. Donc depuis ces 14 dernières années, je ne suis plus à l'intérieur, évidemment, des délibérations. Je ne suis plus, depuis ces 14 dernières années, au sein des réflexions, délibérations et avis du CCNE. Ce que je peux vous dire, des souvenirs que j'ai de ces 6 années, c'est d'abord le fait, et ça à mon avis c'est à porter à l'actif de cette institution, le fait que chacun, à propos d'un avis qui est à rendre sur des questions précises, concrètes, qui demandent souvent beaucoup de travail d'information, de travail technique, chacun arrive souvent avec sa conviction ou presque sa solution prédécoupée, si je puis dire, en raison de ses convictions personnelles, de son école spirituelle, philosophique ou politique ou idéologique, etc. Et un des grands mérites du comité d'éthique, c'est que je crois qu'au bout de quelques séances de discussion, chacun finalement bouge à l'intérieur de ses propres jugements, en écoutant ce que les autres ont à dire, en comprenant que ces réponses spontanées ne tiennent peut-être pas compte de l'ensemble des perspectives possibles. Et là, il y a quelque chose qui me paraît globalement intéressant et positif. Les avis qui sont émis sont souvent finalement des compromis, et je n'ai pas de mépris pour ma part pour les compromis. C'est jamais glorieux, mais c'est souvent très, très utile. Si vous voulez, c'est des solutions qui essayent de tenir compte souvent d'avis opposés et qui font une cote mal taillée et autant que possible praticable pour répondre à la question posée. Cela dit, une des choses, je vais venir après à notre avis opposé, là, ou au fait que certaines positions soient contraires à ce que nous vous avons expliqué ce soir. Ça ne me gêne pas du tout, parce que je ne suis pas responsable de ce que fait le CCNE, si il a des positions qui sont contraires à celles que je défends, et notamment sur
c'est l'avis 128, je crois, sur les EHPAD, est à mon avis une vraie bêtise, enfin une monstruosité, quoi, puisqu'il s'agit de dénoncer les EHPAD comme des lieux, pas simplement de maltraitance, mais d'enfermement, ou des lieux concentrationnels, etc. Voilà, bon, mais après tout, ceux qui siègent aujourd'hui, ou qui ont plus d'audience que d'autres à l'intérieur de cette institution, sont responsables de ce qu'ils font. C'est un comité consultatif. Vous voyez, c'est pas un comité législatif. Il ne dicte pas de façon en inscrivant dans le marbre ce qu'il faut absolument penser. Et je voudrais ajouter un mot sur l'expérience que j'en ai eue et le souvenir que j'en garde. 2 points. Le premier, c'est que les questions éthiques ne sont jamais exactement là où on peut le croire. Un exemple, j'avais participé à un avis sur le dépistage, le dépistage de la surdité précoce, le dépistage précoce de la surdité chez les enfants et non, je confonds avec un autre, excusez-moi. L'exemple que j'avais en tête, c'était le dépistage de la mucoviscidose. Puisqu'on sait que si on dépiste intra-utéro les malformations génétiques d'un fœtus, qui n'est donc pas encore né, il est possible de le traiter dès sa naissance et de ne pas le guérir, mais de lui faire gagner au moins une dizaine d'années de vie. Il n'y a pas d'inconvénient majeur, les prélèvements sont sans risque, etc. Bref, on ne voit pas où est le problème. Tout le monde pourrait dire, bah oui, il faut dépister et on va faire gagner à tous les enfants qui... Sauf que, et c'est là où se pose un problème éthique qui n'était pas là où on croyait, sauf que il faut pour cela, évidemment, faire le séquençage du génome du bébé, enfin, en tout cas du fœtus. Et que va-t-on apprendre? Eh bien, s'il est porteur de la maladie, sans éventuellement la développer, ça arrive, il devra ou ne devra pas épouser telle ou telle personne porteur de telle et telle malformation. Ça veut dire qu'on détient sur un enfant qui n'est pas encore né des prescriptions sur ses conjoints ou conjointes ou ses partenaires conjugaux ou de procréation de sa vie d'adulte. Et la vraie question éthique, c'est pas qu'est-ce qu'on en fait, mais c'est qui garde ces informations. Est-ce que c'est le corps médical? Est-ce que ce sont les parents? Et qui devra les délivrer à cet enfant quand il sera né et à quelle date? Vous voyez, c'est-à-dire que bien sûr on va dépister, mais le problème éthique est souvent là où on ne l'attend pas et un peu déplacé. Et puis un deuxième exemple qui m'a fait beaucoup réfléchir, mais sur d'autres questions, je vais faire court, c'était le dépistage de la surdité précoce. Là, ici, le dépistage de la surdité profonde. Les enfants sourds-muets, il faut savoir si ils sont sourds-muets dans les premières semaines de leur existence, parce que c'est l'âge où l'on peut faire des implants cochléaires qui leur rendent la possibilité d'entendre. Là aussi, il n'y a apparemment pas d'obstacle majeur, et si c'est dépisté, si l'enfant est opérable, il gagne la possibilité de ne pas être sourd-muet à vie. Sauf que j'ai découvert à cette occasion l'existence d'un lobby sourd-muet qui considère que ce n'est pas un handicap, que c'est une autre façon de vivre son humanité. Et évidemment que c'est une façon de vivre son humanité, on ne va pas dire que ce sont des Untermensch. Mais j'étais allé jusqu'à découvrir, mais parce que ce sont des choses qui
qui importe sur le rapport des sujets contemporains à leur désir et à la loi. Une requête à la Commission européenne des droits de l'homme, faite par deux femmes lesbiennes hollandaises, sourdes-muettes, qui voulaient procréer par PMA, enfin par GPA et mère porteuse, et qui voulaient que les embryons sourds-muets soient sélectionnés et que seuls les embryons porteurs de la surdité leur soient implantés. Pourquoi? Au motif que c'est leur droit fondamental d'avoir des enfants qui ne vivent pas dans un autre monde qu'elles-mêmes. Et là, vous voyez ce que ça... Alors ça peut... c'est à la fois drôle, et tragique si on veut. Enfin, elles ont été déboutées et ça n'a pas fonctionné. Mais ça veut dire quoi? Que le rapport ancien à la loi, c'était « ceci est interdit » et si votre désir ne va à l'encontre de cette loi, ou bien vous vous soumettez, ou bien vous vous débrouillez avec les conséquences de votre transgression personnelle. Mais la position aujourd'hui, c'est, qui chemine, c'est mon désir doit être réalisé et la loi doit pouvoir le réaliser. Et si la loi refuse, alors je suis discriminé, victimisé, enfin, et en tout cas, ou persécuté. Voilà, bon, c'est le genre de choses que, pour ma part, j'ai peut-être été trop long dans ma réponse, mais j'ai découvert à cette sujet. Et que, par ailleurs, le comité d'éthique, sur des tas de points, aujourd'hui, puisse avoir des avis qui ne sont pas ce que nous vous avons raconté ce soir, je n'ai pas envie de dire c'est leur problème, enfin, je veux dire, so what? Voilà, ça ne me gêne pas. On prend d'autres questions, allez-y. Dominique. Dans ces débats sur la fin de vie, on parle beaucoup de références dans l'opinion, l'exemple belge, ce qui se passe en Suisse, et puis dans un État, je crois, c'est dans l'Arizona aussi. L'Oregon dont on parle beaucoup. Pardon. Donc il y a des références en dehors des frontières de la France. De la même manière que dans tous ces débats, on a connu l'histoire de ces femmes parties en Espagne pour faire les PMA, d'autres personnes parties en Suisse pour un suicide assisté, et pour me parler des enfants dont on reconnaît l'état civil en France, il y a une jurisprudence qui se crée pour des enfants qui sont nés à l'étranger. Donc ma question est la suivante. Dans vos réflexions éthiques, comment pouvez-vous tenir compte du fait que ces questions dépassent nos frontières? Vaste sujet. Je crois que la réponse, elle va être juridique. C'est-à-dire, nous sommes une communauté qui est régie par différents droits. L'essentiel du droit qui nous régit dans cet univers-là étant un droit national, et donc c'est à la communauté nationale de décider comment elle veut fonctionner. Voilà. Cette communauté nationale, elle s'incarne par un peuple et un sol, donc voilà, c'est la loi qui s'applique pour ce peuple sur ce sol. Je dis ça parce que du coup, ça permet tout à fait à une communauté nationale, me semble-t-il, d'avoir un avis différent d'une autre. Voilà. Et de dire que ce qui se pratique en Suisse, en Belgique ou en Oregon, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire en France. Sauf si un jour, ça devenait l'objet d'un traité international qui dit que tous les adhérents au traité en question vont appliquer la même norme. Mais on n'est pas du tout en train de parler de ce sujet-là. Donc moi, ça me gêne pas du tout cette idée que le cercle au sein duquel on définit la norme pour le sujet en question, en l'occurrence la communauté nationale, décide, en tenant compte des expériences, en les écoutant, en voyant ce qui se passe, etc., mais sans pour autant se sentir obligé de les appliquer. Alors oui, c'est vrai, il y aura du coup des gens qui vont partir en Suisse
pour bénéficier du régime juridique de la fin de vie. Dont acte. Et oui, peut-être que c'est plus facile de partir en Suisse quand on est riche que quand on est pauvre, et donc ça crée une inégalité. Mais voilà, on va pas changer la loi au nom du fait qu'il y a des inégalités sociales qui fait que quelqu'un peut aller profiter de la loi ailleurs et une autre personne ne pourrait pas. Je crois que ça amène vraiment, ça exige par contre une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire dans notre communauté nationale. J'en profite pour dire un mot de la question que vous posiez sur le Comité national d'éthique. Le Comité national d'éthique, au fond, est assez subtil. Parce que il donne un avis. Quand vous dites qu'on est contradictoire avec le Comité national d'éthique, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, d'abord, il a vraiment mis clairement en avant la question des soins palliatifs. Il aurait pu dire que c'est une condition et qu'avant que les soins palliatifs soient complètement répandus, il n'était pas question de changer la loi. Il n'est pas allé jusque-là. Mais après, quand vous regardez dans les conditions qu'il a admises pour dire on pourrait envisager une aide active à mourir dans telle et telle condition, ces conditions sont tellement complexes à satisfaire que vous ne pouvez pas vous appuyer sur le seul avis du CCNE pour dire voilà, la loi elle doit contenir ceci ou cela. Hein, bon courage pour définir ce que c'est que le moyen terme, ce que c'est que les souffrances insupportables, etc. Voilà, tous ces éléments-là sont extrêmement complexes. Mais donc au total, sur ce sujet-là, je considère que c'est à une communauté nationale de décider quel est le régime qu'elle souhaite mettre en place là où elle fait autorité. Et par rapport à cette question-là, la question de passer par une loi qui va rendre possible certains actes me paraît être une question très importante parce que là où aujourd'hui les situations qu'on rencontre, ne nous racontons pas d'histoire, il y a aujourd'hui administration de la fin de vie d'une façon ou d'une autre. Il y a des situations dans lesquelles des médecins, en accord avec la famille, dans un processus parfaitement maîtrisé, vont de fait accélérer le décès d'un patient. Et ce faisant, les médecins prennent la responsabilité d'enfreindre la loi. Mais cette infraction à la loi, elle va être jugée, le cas échéant, à supposer qu'il y ait un plaignant. S'il n'y a pas de plaignant, il n'y aura pas de procès, donc il ne se passera rien. Et s'il y a un plaignant, on va avoir de la jurisprudence. Le mot est important, prudentia, du juge, et qui en plus va juger dans les circonstances particulières. Et va déterminer en particulier s'il y a des circonstances atténuantes qui font qu'en fait, il n'y a pas matière à condamner la personne qui a pratiqué cet acte. Donc on a une approche qui est une approche volontairement casuistique, au sens propre du terme. On prend chaque cas. Et toute la difficulté du passage à une loi, c'est que la loi, elle a vocation à être générale, justement, et impersonnelle. Et donc elle est censée établir un principe. Et là, ça colle plus, parce que justement, on voulait maintenir des conditions. Alors on va quand même mettre des conditions dans la loi. En moralité, on aura mis tellement de conditions dans la loi que de toute façon, on pourra y avoir aussi contestation, puisque on sera là à expliquer que la loi n'a pas été respectée parce que tel ou tel processus n'a pas été fait. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup progressé entre les deux situations, sauf qu'au passage, on aura franchi un interdit légal qui me paraît important. Voilà. Et je dis ça parce que je ne suis pas sûr qu'au fond, le Comité national d'éthique soit si éloigné de cette vision des choses. Hein. Et que, à un moment donné, il ne veut pas non plus qu'on lui fasse porter une responsabilité qui n'est pas la sienne, qui est de dire ce que doit être la loi. Or, non, et à juste titre, Roger Paul le rappelait, il n'est que consultatif. Et de même que, d'ailleurs, heureusement, dans une démocratie, on a le droit d'être contre la loi telle qu'elle est votée, on a encore plus le droit de ne pas avoir le même avis que celui du CCNE. Une autre question, madame. Monsieur Droit, vous avez dit que le développement des relations intergénérationnelles pouvait être observé. Monsieur Monon n'était pas tout à fait de cet avis, je ne sais pas. Il me semble que c'est un des moyens
de rendre la fin de vie, enfin la fin de vie au sens les dernières années, disons, plus agréable et d'éviter le besoin, enfin l'envie d'avoir recours à une solution active pour mourir. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir une action pour, là, une échelle, enfin à l'échelle de la société, à une échelle sur une longue période, que peut-on faire pour favoriser les relations intergénérationnelles dans cet objectif, enfin dans cette... Je vais quelques éléments de réponse, et puis Dominique aussi peut vous en donner. Le premier point, c'est que ce dont souffrent beaucoup de personnes âgées, et en particulier celles qui sont dans les EHPAD, c'est d'isolement. C'est d'isolement. Et alors, il peut y avoir les visites des enfants, des petits-enfants, des proches, de la famille, etc. Mais il y en a certaines qui ne reçoivent rigoureusement aucune visite. Et là, les êtres humains ne vivent pas simplement de nourriture physique. Voilà, il ne suffit pas de manger et de dormir. Il faut évidemment être en interaction avec les autres. Il faut pouvoir les écouter, il faut parler, il faut être en commun. Et alors, il y a bien évidemment des animations prévues dans les établissements, mais il y a aussi, en raison de la prise de conscience de cela, toute une série maintenant d'initiatives. Alors elles sont encore peut-être insuffisantes, elles sont encore trop peu nombreuses, et pas assez. Mais par exemple, une association envoie des étudiants parler de leur travail, de leur recherche, de leur formation, ou des sujets sur lesquels ils sont compétents dans des EHPAD. Et des liens se tissent, si vous voulez, entre des résidents et puis ces étudiants. Il y a aujourd'hui aussi beaucoup de projets qui se mettent en œuvre pour que une crèche ou une école maternelle soit à proximité immédiate des établissements, et que les petits prennent l'habitude d'aller voir les personnes âgées et réciproquement. Vous voyez, ce genre d'initiative se multiplie. Il y a, je crois, une EHPAD qui jouxte une médiathèque et qui essaye d'organiser les espaces de circulation entre. L'idée la plus importante, et le livre que nous allons publier le 8 novembre le montre tout à fait bien. Je refais une page de publicité parce que ça correspond exactement à la question que vous posez. Il y a plusieurs chapitres sur la question de ce qu'il faut faire pour rompre cet isolement et des initiatives que l'on peut prendre. Je crois qu'il faut aussi travailler sur les changements de l'imaginaire. Parce que toutes les personnes qui, employés ou visiteurs ou simplement arrivant pour la première fois dans une résidence avec des appréhensions, avec l'idée qu'ils vont rencontrer des gens monstrueux ou mutiques, découvrent des êtres humains avec des trésors d'humanité, de passé, de choses à dire, de vie. Et on a recueilli des dizaines et des dizaines de témoignages de gens disant je ne croyais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas, j'appréhendais, je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Quand on vient faire, par exemple, même simplement un cuisinier ou quelqu'un qui vient nettoyer les chambres et qui appréhende un peu cet univers, et il découvre simplement un univers vivant et humain. Et puis quand je parle de changer l'imaginaire, mais Dominique va vous préciser peut-être ça, il y a aussi
tout le travail qui est à faire dans à la fois les fictions, le cinéma. Un seul exemple intouchable. Vous avez vu ce film, je vous présente. Vous n'en avez entendu pas. Bon. Ce film a changé une grande partie du regard que les gens portaient sur le handicap. Ça n'a peut-être pas changé la loi, ça n'a peut-être pas révolutionné les... Mais ce sont les mentalités qui changent. Et elles changent en mentalité collective, pas seulement par des explications d'individu à individu, elles changent aussi à travers, si vous voulez, les grandes œuvres de fiction et les grands moyens de façonnement de l'imaginaire que sont le cinéma, la télévision, les séries Netflix, les bandes dessinées. Vous voyez, quelque chose qui ferait commencer à comprendre que ces vieux divers et rendus en quelque sorte invisibles sont des êtres vivants disparates, différents, avec chacun leur richesse, leur parole et leur existence, et qui le mettrait en scène, si vous voulez. Je crois qu'il y a une mise en scène qui attend et dont certains éléments sont actuellement en gestation ou à l'œuvre. Il y a une question, il y a pas madame. Non, je ne veux rien dire de plus. Oui. Moi, je veux bien poser une question. J'ai un petit problème de sémantique qui m'amènera à une autre question, qui est le rapport entre l'identité entre le soin palliatif et la sédation profonde. Je trouve qu'on emploie tout le temps la place de l'autre. On ne sait pas très exactement en fait finalement ce qu'on englobe dans ce flottement. Du coup, je voudrais poser une question sans avoir l'air de faire l'avocat du diable. Je pense que d'autres gens ici ont assisté à ce que c'est une sédation profonde. Je trouve que quand on en sort, on a le sentiment que c'est une euthanasie active, parce qu'il s'agit en fait de sevrer quelqu'un de toute nourriture et à la fin même d'eau. En tout cas, moi, je l'ai vu. Et du coup, la personne qui meurt n'a plus rien à voir avec la personne qu'elle était 15 jours avant. C'est un véritable squelette. Donc on se dit, quand on sort de ça, qu'est-ce qui fait que finalement, on tient tellement à ce qu'il n'y ait pas quelque chose d'un peu plus doux, qu'on voit par ailleurs faire aussi dans les mêmes établissements pour d'autres personnes qui ne meurent pas de la même manière. On leur donne de la morphine à la fin, et une demi-heure après, elle est morte. J'ai un problème à la fois de confusion des termes, entre soins palliatifs et sédation profonde, et l'expérience pour les proches de la sédation profonde, qui est quand même la mise à mort, qui est une sorte de mise à mort un peu plus lente. Je ne fais pas l'avocat du diable. Ça m'évoque la fin de vie de ma mère, où il était décidé qu'on allait la déshydrater, qu'on ne lui donnait plus rien, et j'ai entendu qu'en 4 jours, ça devait être terminé, et qu'on lui donnait de la morphine dans la bouche pour qu'elle ne souffre pas. Et quand j'ai vu qu'elle grimaçait, qu'elle avait les yeux complètement cernés, je me suis étonnée et j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne lui met pas une perfusion ? Finalement, comme j'étais médecin, on a mis une perfusion sous-cutanée et j'ai vu les yeux de ma mère qui n'était plus de personne déshydratée, mais elle a mis 3 semaines pour mourir. Elle était belle. Alors que dans les 4 jours, je l'aurais vu en effet un squelette de grimaçante. Et ça lui a permis de voir tous ses enfants arriver. En 4 jours, d'autres qui étaient à l'étranger n'auraient pas pu être là. Et c'était un médecin qui avait ordonné ça. Tout à fait. Alors, là, on aurait dû venir avec un médecin, parce que non, mais je ne voulais pas on va pas se hausser au-dessus de notre condition. Vos 2 interventions, je trouve, sont intéressantes parce que elles montrent que on a certainement à progresser dans la qualité des soins qui amènent à la mort. Voilà. Et que peut-être l'expérience dont vous faites part, c'est l'expérience d'une sédation profonde et continue qui n'a pas été administrée de la meilleure façon qui soit. Mais je n'en sais rien et
il faudrait laisser en particulier Jean Leonetti parler. Le fait qu'elle ait mis 3 semaines pour mourir a inquiété le service des soins palliatifs de l'hôpital d'à côté et qui a envoyé une psychologue pour me voir, comme si je ne voulais pas lâcher la main de ma mère. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, comme je suis de ma profession psychiatre, j'ai trouvé ça très drôle, mais j'ai accepté. Tout à fait. Non, mais ça prouve, encore une fois, je crois que vos témoignages prouvent tous les progrès qu'on a à faire pour bien accompagner ces moments-là. Et qu'ils ne soient pas des moments de souffrance, ce qui est dit effectivement, je l'ai déjà entendu à propos de la sédation profonde et continue. Pour faire la distinction avec les soins palliatifs, je pense qu'on est effectivement sur l'étape d'avant, c'est-à-dire que les soins palliatifs, on admet qu'on n'est plus là que pour soulager la personne et qu'on ne cherche plus à faire d'actes qui vont empêcher le décès. Voilà. Et je pense que c'est ça la nuance. Et après, la sédation profonde et continue est une étape qui va encore un peu au-delà, puisque, et pour en avoir eu, on a tous des expériences sur ce sujet-là, mais on voit bien que des personnes qui sont en soins palliatifs durent, parce que pour une raison ou pour une autre, elle ne souhaite pas mourir. Exactement. Elle l'exprime d'ailleurs. Ma mère, elle attendait que tous ces enfants... Et donc voilà, c'est ça. Et donc si une mère attend de voir l'enfant qui est à l'autre bout du monde et à qui il faut 2 semaines pour revenir, eh ben oui, elle va continuer à vivre pendant 2 semaines parce que cette pulsion de vie, elle est très... C'est classique. C'est classique, c'est exactement. Après avoir vu tous les enfants. Tout à fait. Et donc, mais c'est là où il faut qu'il y ait une pratique du soin palliatif qui soit de plus en plus partagée, pour que ce savoir se diffuse. Et effectivement, on peut supposer qu'il n'est pas aujourd'hui suffisamment diffusé partout. Et après, alors sur le plan vraiment de la pratique médicale, je ne me permettrai pas de répondre parce que j'en sais rien, mais évidemment, l'expérience dont vous faites part pose des questions, quoi. Mais pour en discuter avec des médecins, entre autres dans le groupe Vulnérabilité Société dont je parlais, là, on a travaillé avec un ami médecin, qui est devenu un ami par le cercle, et qui dit, mais bien sûr que de temps en temps, par humanité, on va employer de la morphine pour accélérer un décès, mais on le fait dans des conditions qui, le cas échéant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pourront être contestées, mais au moins on n'a pas besoin d'une loi pour ça, voilà, c'est l'essentiel. Pardon. Merci à Dominique Monroe, merci à Roger-Paul Grand. Francine, si tu veux bien, est-ce que tu peux annoncer, s'il te reste un filet de voix, annoncer les 2 prochains mercredis? Merci. Alors, oui, juste une petite... le cas que Madame citait, est-ce qu'il ne paraît pas un petit peu évident que le choix qui avait été fait dans ce service, c'était pour libérer le lit Non, c'était toute l'EHPAD ils avaient décidé ce fonctionnement de c'est pour tous, c'était pas pour... Ok, Francine, je pense pas que ce soit trop pour des raisons économiques. Non, mais on va clore le débat là, si vous voulez bien. Francine. Justement, le prochain mercredi... Attendez, s'il vous plaît. Le prochain mercredi... qui est le 3e mercredi du mois d'octobre. Novembre, pardon. Je vais peut-être le dire avec vous, parce que j'ai un peu... Parce que tu... Alors, notre prochaine réunion, la 2e réunion du cycle que nous avons commencé à organiser, se passe donc au mois de novembre, et c'est le 15 novembre. Vous avez dû déjà recevoir, on vous l'avait indiqué. Et là, il y aura 2 médecins, un médecin belge et un médecin français. Et ça ne sera pas, chacune parlera, il n'y aura pas une discussion entre eux. Là, nous avons eu un dialogue entre vous, mais là, nous sommes engagés qu'elles puissent l'une et l'autre dire ce qu'elles ont à dire, parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes positions, et que nous puissions les entendre. Voilà. Donc, et puis, je vous rappelle qu'il y a une 3e séance sur la fin de vie, qui est le 13 décembre. Et là, c'est l'aspect théologique.
Voilà, Il donc il y sera a un abordé. questionnement d'éthique théologique qui n'a pas été abordé. C'est encore une autre perspective avec un Belge qui est infirmier, mais qui est aussi qui a formé, qui est professeur à Louvain et qui dirige les formations en éthique médicale de la faculté de théologie et de médecine, je pense.